Source de contact, de divertissement, d'organisation, d'information ou de désinformation. Source de réaction et d'avènements culturels. Dans notre ère numérique, les écrans sont devenus une nouvelle normalité. Le documentaire que vous regardez en ce moment dépend entièrement des écrans. Sans eux, il ne pourrait ni être diffusé, ni exister comme œuvre d'expression culturelle. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un écran ? Un écran de fumée ou solaire n'a rien à voir avec ce que nous avons en tête en ce moment même. Un écran en tant que surface sur laquelle est projetée une image, une vidéo ou un contenu interactif nous parle plus. Ainsi, de nouvelles questions émergent. L'addiction aux écrans existe-t-elle vraiment ? Sommes-nous dépendants de l'écran lui-même ou bien du contenu qu'il nous propose ? Enfin, si cette addiction existe, comment s'en libérer dans un monde où elle semble être devenue la norme ? Mais avant de répondre à toutes ces questions, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'une addiction ? Alors, ma définition de l'addiction, en fait, elle résulte plus donc, des travaux, pas forcément que j'ai réalisés, mais que l'on connaît en sociologie, et qu'on peut qualifier en fait comme étant le résultat d'un processus de qualification. Je m'explique. Pour les sociologues, en fait, l'addiction n'est pas une donnée naturelle en tant que telle. Elle résulte en fait d'un certain nombre de mécanismes sociaux qui aboutissent à considérer dans une période donnée, telle ou telle situation comme étant donc addictive. Hein. Et ce qui fait dire que en fait, on est tous en quelque sorte un peu addicts, hein, si on peut dire ça, sauf qu'on n'est pas reconnu socialement comme tel. Alors nous, on s'appuie beaucoup sur une définition de Goodman, qui est un psychiatre américain qui a donné une définition qui nous parle bien, à nous en addictos. Elle date de 1990, cette définition. Il dit que c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Donc l'addiction, finalement, c'est l'idée c'est un besoin irrépressible de consommer, ce qu'on appellera aussi le craving, une envie impérieuse, irrépressible de consommer et de retourner sans cesse vers le produit ou vers le comportement en question. On parlera aussi de perte de contrôle du côté de la consommation. Et puis aussi la poursuite de la consommation malgré les conséquences liées à cette consommation. Donc des conséquences qui peuvent être diverses et variées, qui peuvent aussi se interagir entre elles. Il peut y avoir des conséquences sur le travail, sur la scolarité, sur la vie sociale, la vie sentimentale, sur la sphère familiale aussi. Pour nous, à chaque fois qu'il y a une consommation qui devient problématique, il y a une raison psychique. Et les scientifiques qui étudient ça, et puis maintenant on a les informations, montrent que cet artefact, en fait, il est source de plaisir. Et je crois que la base de l'addiction, c'est le plaisir. Donc à partir de là, oui, effectivement, l'écran est addictif, parce qu'effectivement, il donne accès à des contenus qui sont source de plaisir. Après, l'objet lui-même, l'artefact, je le trouve pas très, enfin, personnellement, je le trouve pas très séduisant. Enfin, j'ai pas de plaisir à manipuler un truc en plastique et puis en plexiglas, etc. Par contre, ce qui est dedans, effectivement, oui, c'est addictif. Donc, et du coup, ça pose forcément des questions je dirais des questions éducatives. Si l'addiction est une manière de chercher du plaisir afin d'échapper à un malaise, l'écran n'en est pas la cause. Il agit plutôt comme un miroir. Il reflète nos angoisses, notre solitude ou nos fractures familiales. Pour comprendre ce mal du siècle, oublions l'objet de plastique et de verre et regardons ce qu'il se passe, ou plutôt ce qu'il ne se passe plus, au cœur de nos foyers. Le numérique en soi, c'est pas un problème. C'est l'utilisation qui en est fait et donc la fonction que ça peut avoir, et ça cache souvent des problématiques diverses et variées. Ça peut être une problématique, par exemple, quand on a des parents qui viennent avec leur enfant qui ne souhaite pas d'ailleurs nous voir, hein, c'est une demande des parents. On peut soulever parmi des phobies scolaires, d'autres problématiques, des divorces, des choses extrêmement compliquées, mais aussi plutôt sur le côté éducatif aussi, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de limites. Et donc là, ça pose un problème parce que un ado
il n'arrivera pas à gérer si on ne lui met pas de limite à un ado de 13-14 ans au niveau des écrans. Et ça concerne jamais le jeune seul. C'est, comme on disait tout à l'heure, systémique. Donc il y a les parents, la consommation de jeux ou du téléphone des parents, parce que si ça arrive souvent quand même que des parents viennent avec leur enfant parce que ils estiment que leur enfant consomme trop de jeux ou de téléphones et les parents attendent avec leur téléphone dans la salle d'attente. À l'école, on demande beaucoup de choses, on sollicite beaucoup aussi les enfants autour du numérique, les devoirs, je pense à Pronote et tout. Donc il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup d'injonctions paradoxales, et donc on essaie d'aider les jeunes aussi à s'y retrouver dans tout ça. L'écran, moi j'ai toujours connu en fait. Enfin, j'ai connu. L'écran, à l'origine, enfin quand j'étais ado, c'était le téléviseur des parents. Hein, je branchais ça sur la Péritel et forcément il y avait un peu combat parce que quand la télé était bloquée par l'ordinateur, eh ben, les parents ne pouvaient pas regarder la télévision. Bon, donc ça effectivement, du coup la télévision était un enjeu donc par rapport à ça. Donc l'écran, c'était l'outil de création, d'exécution, de relecture. Donc place importante. Mais c'est vrai que si je parle de l'iPad et puis d'Apple, le fait d'avoir inventé l'iPhone et après l'iPad, effectivement, ça a changé la face du monde. Parce que là, pour le coup, l'écran était dans la poche ou dans le sac à dos. Ça fait longtemps que j'utilise YouTube, à la fois pour le travail et pour le divertissement. Et là, j'ai découvert effectivement, mais ça me fait du bien, découvert qu'il y avait un côté très satisfaisant, notamment le soir, à aller sur la partie short de YouTube avec mon smartphone et puis de regarder les propositions faites par l'algorithme. Et ça me fait du bien de passer ce petit quart d'heure à ne rien faire, à regarder des propositions qui sont par définition assez courtes, mais bon, qui correspondent à mes domaines, la moto, la musique, etc. Je m'accorde ce temps-là, mais en même temps, je reste pas 3 heures, je reste pas 1 heure, je vais rester, on va dire, 10 minutes, parce qu'à un moment donné, je me lasse en fait par rapport à ça, donc je me laisse séduire, mais je sais aussi m'arrêter. Ce qu'il faut retenir d'abord d'un outil, c'est que c'est le résultat en fait d'une construction humaine. Un outil, c'est pas un arbre, c'est pas un chien, c'est pas une rivière, donc c'est pas entre guillemets un objet naturel. Un outil, par définition, il a été créé par l'homme. Et donc, si on part de ces principes-là, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui ont été prévus pour des usages spécifiques. Donc, bien évidemment, une des gros avantages en fait des outils numériques aujourd'hui, et qui était quelque chose qui était, comment dirais-je, rêvé. L'idée n'est pas nouvelle en fait. Depuis le 19e siècle, avec la rationalisation du travail, on cherchait à avoir des outils qui nous permettent un tout petit peu de mieux suivre en fait l'activité des individus. Et les numériques nous permettent ça. L'heure à laquelle ils se connectent, l'heure à laquelle ils ne se connectent pas, quels sont les outils qu'il ouvre, les outils qu'il ferme, combien de mails il envoie, etc. Donc, de ces points de vue-là, oui, il peut y avoir un contrôle assez important. Mais en même temps, ce qui nous apprend la sociologie, c'est que les usages sont variés. Quand vous regardez, par exemple, l'usage et les rôles qu'ont eu les réseaux sociaux dans les printemps arabes, vous vous rendez compte là qu'en fait, c'est une toute autre orientation que les outils ont pris. Ce n'est pas celle de contrôle, mais au contraire, c'est celui de la contre-offensive. Donc, vous voyez, pour expliquer ça, la question du contrôle, c'est si on les situe dans un contexte de travail, oui, il est fort probable qu'il y ait une forte tentation qu'on puisse orienter, destiner ces outils à mieux contrôler et maîtriser donc, l'activité des salariés. Moi, j'ai connu un bouleversement donc bien plus ancien que ça. C'était début 2000 avec le web. Et dans la pratique professionnelle, déjà, donc ça fait plus de 20 ans, j'observais donc avec le web des jeunes, des apprenants en général, pratiquaient le copier-coller et le plagiat. Donc ça déjà, ça a été une bagarre, voilà, qui n'est pas terminée. Et maintenant, on rajoute la couche IA depuis 2 ans.
Et du coup, la dérive que je vois qui est commune, c'est cette idée de faire par autre chose le travail qu'on nous demande de faire. Et le discours que j'ai depuis plus de 20 ans avec le web, c'est déjà d'expliquer donc comment utiliser à bon escient le web pour ne pas faire du copier-coller. Et en fait, avec l'IA, je m'aperçois que la difficulté, elle est tout à fait comparable. C'est de travailler à ce que cette IA soit utilisée, on va dire, à bon escient. Plein de petits exemples. On est à l'étranger, on ne sait pas comment s'exprimer dans la langue locale. On demande, et l'IA va le répondre. C'est extraordinaire. Donc, il faut s'en servir. Mais par contre, comme tous les objets technologiques, il faut ici une éducation derrière, quoi. Vous voulez commander un billet, voilà, vous les faites en ligne. Vous voulez déclarer vos impôts, vous les faites en ligne. Vous voulez avoir un nouveau passeport, vous les faites en ligne, etc. Donc, de toute façon, toutes, entre guillemets, les phases de votre vie vont passer donc par ces outils-là. Récemment, donc dans l'école où je travaille, on a mis l'école en pause numérique. Quand je dis récemment, c'est à la Toussaint. Puisqu'on avait eu des événements qu'on avait jugés finalement graves, où on avait dépassé certaines limites, comme par exemple se faire filmer à notre insu. Quand je dis nous, c'est les enseignants, se faire filmer à notre insu et avoir nos vidéos baladées sur les réseaux. Donc j'ai pu me voir en vidéo. J'ai pas été en colère, non, parce que la vidéo n'était pas dégradante en soi, me concernant. Mais par contre, ça m'a quand même questionné sur... on utilise ces outils-là, on essaie de montrer aux jeunes que le smartphone, c'est pas méchant, c'est pas mal. On peut s'en servir dans le cadre de la formation. Par contre, ce qu'on avait sous-évalué, c'est le côté éducatif, de manière à ce que ça reste un outil de travail quand il faut. Et donc, du coup, on a mis l'école en pause numérique à la Toussaint. Et ce qui fait que les élèves, quand ils arrivent le matin à l'école, ils mettent le smartphone dans une petite boîte et le récupèrent le soir. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a deux choses qui ont changé. D'abord, la nature des activités qu'ils ont quand ils n'ont plus leur tout doux entre les mains. Ils jouent loup-garou, ils sortent du jeu de cartes. Et l'autre changement, c'est les interactions sociales. Ils se parlent plus, parce que je ne pense pas qu'ils ne se parlaient pas avant, ils se parlent plus. On va dire, il y a de la vie dans une école telle que j'ai connue quand j'étais enfant, il y a très très longtemps. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un plus. Ce qui fait que on peut se retrouver aussi un peu ce qui est arrivé un petit peu avec la voiture, ça, me semble-t-il. On peut se trouver à un moment donné, là j'ai fait de la prospective, dans lesquels on va trouver certains groupes sociaux qui pourront se permettre donc ces déconnexions, et puis il y a des groupes sociaux qui ne pourront pas accéder à cette déconnexion-là. Hein. Et donc, bien sûr, ceux qui n'accèdent pas à cette déconnexion vont être stigmatisés par les autres parce qu'il ne faut pas autre chose. Si vous prenez la voiture, par exemple, fin 19e siècle, début 20e siècle, les principaux modes de transport en fait, des ouvriers donc, pour aller travailler dans les usines, c'était à pied et au vélo. Hein. Puis, Ford est arrivé, a dit que bon, s'il fallait que nos usines tournent, il fallait aussi que les ouvriers puissent acheter. Donc les ouvriers achetaient des voitures, ils sont très contents donc on ait acheté avoir des voitures. Et aujourd'hui, donc qui va en voiture, donc entre ouvriers et qui va en vélo, les cas. Et bien sûr, les cas en pointe, donc oublié, disons qui est. Donc vous voyez donc l'histoire en fait nous apprend ce type de choses. Et là pour la connexion, on peut se retrouver dans ces jeux de distinction sociale, comme on dirait Pierre Bourdieu. Hein, pour justement stigmatiser ou valoriser le tel ou tel. On entend souvent aussi beaucoup de jeunes parler de leur angoisse vis-à-vis de l'avenir, que ce soit l'avenir environnemental, le climat, biodiversité, les guerres. Et ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup et qu'il y a aussi pour eux un besoin de repli. Parce que c'est pas, comment dire, on sent qu'il y a une perte de confiance en l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend pas mal. Donc, ta question, elle est aussi là-dessus. C'est aussi qu'est-ce qu'on leur propose. Et qu'est-ce qu'on y propose aussi socialement à ces jeunes. Maintenant, sur la question des écrans, c'est vrai qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais il y a aussi quand même
beaucoup de prévention sur ce sujet-là, beaucoup d'interrogations sociétales sur cette question-là, beaucoup de préoccupations qui sont mises en avant, on entend beaucoup parler de ça, de cette question-là, donc c'est plutôt intéressant et encourageant pour la suite, parce que ça veut dire que nos partenaires professionnels sont un peu plus au fait de ces questions-là, en tout cas s'en inquiètent, se demandent ce qu'il en est, et puis peuvent nous orienter aussi certains jeunes pour qu'ils auraient des inquiétudes, et puis les parents qui sont aussi peut-être plus sensibilisés à ces questions-là que ce qu'ils étaient il y a encore 10 ans. Donc moi je trouve que c'est aussi un point à mettre en avant et qui me semble assez encourageant pour la suite. Mais, Ça nous semble important qu'on soit tous attentifs, en tout cas en tant que professionnels, adultes autour des jeunes, aux effets des écrans, ces pratiques-là, où on propose des espaces de parole, quoi, pour parler de ça. Non, c'est ça. C'est ce monde-là qui est saturé un peu d'images, de contenu, enfin, notre idée, que les jeunes puissent en parler, quoi, avec nous. Même si c'est pas toujours évident, on essaie de proposer ça. Et il y a une demande quand même importante pour en parler et un besoin. Et je dirais ça aussi que j'ai quelques patients qui m'ont dit j'ai discuté avec une IA de mes problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, ils demandent quelque chose à l'IA, mais quand même, ils viennent nous la demander et ils nous demandent notre avis sur l'IA. Et je trouve ça quand même très, très rassurant. Moi, ce que je pourrais suggérer, c'est peut-être, non pas de réagir a posteriori, mais plutôt que d'engager des études un peu plus fréquentes, de manière à mesurer l'importance des changements. Je reprocherais peut-être au passé que l'on était un peu dans le côté un peu réactif. Et on réagissait face aux technologies. Ça serait pas mal que pour l'avenir, on soit un peu plus proactif et que du coup, au niveau de la chose essentielle qu'on appelle l'éducation, parce que moi je défends l'idée que les technologies elles sont nativement bonnes. Les technologies sont pas mauvaises dans le fond, c'est l'usage qu'on en fait qui est toujours délétère. Donc si on arrive à être plus proactif de manière à ce qu'au niveau de l'enseignement, quand on commence dès l'entrée à l'école, qu'on fasse le travail d'éducation aux technologies, mais le plus tôt possible, je pense que ça pourrait être pour moi ça c'est un progrès attendu, ça. Plutôt que d'être dans l'étude sociologique un peu tardive en disant on s'est rendu compte au bout de 2007-2026, ça fait donc 19 ans, donc pratiquement 20 ans, on se rend compte qu'effectivement le iPhone a modifié la construction cérébrale des jeunes, qu'ils sont moins créatifs, etc. Alors qu'auparavant on s'amusait avec pas grand chose quand on était à la maison. Moi je jouais au lance-pierre, j'allais dans les champs, je jouais avec des abeilles, je mettais dans des petites boîtes, voilà. Je fais des trucs que je ne ferai plus maintenant. C'est un peu dommage qu'on s'aperçoive 20 ans plus tard de cette transformation de la société. Et moi ce que je pourrais souhaiter, c'est qu'effectivement on se montre un peu plus proactif, un peu plus attentif, pas forcément méfiant, mais attentif au changement, et que par rapport à l'IA, effectivement, on prenne bien la mesure des changements, des dérives possibles qu'on a déjà perçus actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Arthur.